Ce programme vous est proposé par iBurst Africa, Internet sérieux. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous être fidèles. Info 7 reçoit pour vous aujourd'hui Maître Willy Mbenza, qui est spécialiste en droit constitutionnel et institutions politiques, expert en droit international et acteur politique indépendant. Alors, très heureuse de vous recevoir pour l'Info 7. Merci Paulette. Avant d'entrer dans les dossiers rétrospectifs de la semaine, comment évolue le secteur de la justice dans notre pays actuellement? Le constat a été fait, malheureusement, par le chef de l'État en 2010, lorsqu'il a décidé de mettre hors d'état de nuire ce qui ne s'accommodait pas avec la façon dont doit évoluer la justice. Ok, donc nous entrons dans le premier dossier d'Info 7 qui est consacré à la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce n'est plus un secret, comme vous le savez, l'implication du Rwanda est dorénavant reconnue. Les sanctions ne font que pleuvoir et dernièrement c'est le gel de l'aide de plusieurs pays européens et le chef de l'État congolais s'est exprimé lors d'une conférence de presse sur ce chapitre. Nous le suivons. Eh bien, je n'ai pas suivi la communication de la société civile du Nord Kivu, mais on a déjà, au niveau du ministre ou le ministère des Affaires étrangères, officiellement demandé aux Ougandais de nous expliquer exactement ce qui se passe. Et la réponse à cette demande, c'est que l'Ouganda n'a rien à voir. Quant à la présence du Rwanda, eh ben, c'est un secret de polichinelle. Vous le savez, comme nous tous, comme tout le pays et le monde entier, qu'il y a un rapport qui est effectivement établi, la présence et l'appui actif de ce pays à ce groupe constitué M23 et bien entendu à d'autres groupes. Alors, est-ce que la diplomatie peut être une solution? De toutes façons, je disais tout à l'heure qu'il y a ces trois pistes de solutions. Militaire, politique et diplomatique, ou soit les trois à la fois. Mais vous avez la réponse à cette question. Françoise? C'était une promesse ferme des États-Unis. Aucun soutien extérieur au mouvement rebelle du M23 ne sera toléré. Face aux preuves de plus en plus palpables de l'implication rwandaise, le pays de Barack Obama est passé à l'acte. Première mesure et non de moindre, c'est la suspension de son aide militaire au pays de Paul Kagame. À Kinshasa, on s'en félicite. Il est nécessaire pour nous que tout ce qui peut être fait par la communauté internationale pour alléger les souffrances qu'éprouvent nos concitoyens à cause de cette énième agression que l'Est du Congo subit de la part de milieux affairistes, mafieux, qui utilisent le territoire du Rwanda pour cela, que ces signaux soient donnés. C'est bon pour la paix, c'est bon pour la sécurité et c'est bon pour l'ensemble du continent africain. Kigali conteste cette décision américaine qui, selon lui, est basée sur des informations erronées. Il faut dire que par cette prise de position, le Rwanda vient de perdre 200 000 $ américains alloués à son budget destiné au financement d'une académie des sous-officiers. Une victoire diplomatique, certes, mais pas question de triomphalisme, l'heure étant à la conjugaison d'efforts pour une paix durable dans cette partie du pays. Militairement, nos troupes n'ont pas cessé de mettre la pression sur ceux qui sont en train de tuer nos compatriotes. Politiquement, nous n'avons pas cessé de mobiliser notre population
Et diplomatiquement, notre appareil diplomatique s'est ébranlé, aussi bien en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Notons que les États-Unis comptent réaffecter ces fonds destinés au Rwanda vers un autre pays, a précisé. Kigali, quant à lui, compte rencontrer cette semaine les experts des Nations Unies à l'origine du rapport sur l'appui du Rwanda au M23. Ça aura été le souhait de nombreux des Congolais, voir la CPI lancer un mandat d'arrêt contre un homme qu'on qualifie de criminel à l'échelle de Charles Taylor, qui n'est autre que Paul Kagame, le président rwandais. L'avertissement n'a pas tardé de venir de l'ancien procureur près le tribunal pénal international pour Rwanda, en la personne de Stephen Rapp, qui exerce à ce jour les fonctions de chef du bureau des crimes de guerre des États-Unis. Il a indiqué à la presse que le président rwandais pourrait être accusé de complicité des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par des groupes armés irréguliers qui opèrent actuellement dans les territoires de l'Est de la RDC, car c'est pour des crimes semblables que le Libérien Charles Taylor vient d'être condamné à une peine lourde. Pour bien asseoir son avertissement, Stephen Rapp s'est appuyé sur les rapports récemment rendus publics par les experts des Nations Unies, la MONUSCO, l'ONG Human Rights Watch et divers témoignages des activistes des droits de l'homme opérant dans les territoires de Masisi et Rutshuru. Pour justifier son avertissement adressé aux autorités rwandaises, il a indiqué que tous les rapports affirment clairement que le gouvernement rwandais a accordé une aide directe à la création du M23 par les transports d'armes et des soldats à travers le territoire rwandais et a recruté des jeunes gens rwandais, des ex-combattants démobilisés et des réfugiés congolais. En outre, des unités opérationnelles de l'armée régulière rwandaise apportent périodiquement des renforts au M23 sur le champ de bataille contre l'armée congolaise. Les mêmes rapports soulignent Stephen Rapp, indiquent que les éléments du M23 sont responsables des atrocités généralisées depuis plusieurs années, y compris des massacres ethniques et des viols massifs. Il va plus loin pour déclarer que c'est le gouvernement rwandais qui protège Bosco Ntaganda contre les poursuites lancées par la Cour pénale internationale. Cet avertissement semble annoncer la fin imminente de la ruse du président rwandais sur la RDC. Rwanda, en tant que pays, en tant qu'État, n'est pas signataire des accords de Rome, mais cela n'empêche pas qu'un Rwandais, en l'occurrence M. Paul Kagame, le sanguinaire Paul Kagame, puisse être poursuivi. Ce n'est pas la même chose. C'est l'État qui, sinon on ne va pas demander au Rwanda d'arrêter Paul Kagame parce que le Rwanda n'est pas signataire, mais ça n'exclut pas qu'on puisse poursuivre un citoyen rwandais. Vous savez, ce qui est bien avec le temps, c'est qu'il passe. Et ça arrive toujours. Alors, lorsqu'on croit se cacher derrière le temps, c'est vraiment une très mauvaise cachette. C'est une très très mauvaise cachette. Je crois que les actes que Kagame a posés sont des actes imprescriptibles et que n'importe quel tribunal international peut se saisir de son cas. Même la Belgique qui a ratifié la loi à compétence universelle peut le faire. Donc je crois que les actes qu'il a posés sont tellement horribles qu'il ne peut pas échapper à la justice internationale. On a lancé un mandat d'arrêt international à Omar el-Béchir du Soudan tout en étant président de la République. Ce n'est pas un problème. Je crois que ce genre de crimes, lorsqu'il faut déférer en justice les auteurs, on ne tient pas compte de leur rang, qu'ils soient présidents de la République ou pas. Je crois que tout ça, c'est pour décourager ceux qui caressent encore les idées de poser ce genre d'actes. Donc nous pensons que, étant des crimes imprescriptibles, ça pourra intervenir, qu'on puisse les déférer devant les cours des tribunaux internationaux. Maître Willy Mbenza, vous avez suivi la conférence de presse du chef de l'État. Il s'est exprimé enfin devant des journalistes. Alors, quelles sont vos impressions, vos premières impressions par rapport au dire du chef de l'État? Quand l'affaire de l'Est a commencé, moi je me suis décidé de m'interdire d'écouter quiconque. Je me suis dit que je n'attendais qu'à écouter le chef de l'État lui-même, parce que les gens mettaient plus de la confusion dans l'appréciation, n'est-ce pas, de ces problèmes-là. Certains parlaient de la balkanisation, d'autres parlaient de la rébellion, mutinerie, droit des peuples.
ainsi de suite. Mais maintenant que j'ai suivi les chefs de l'État, je comprends que c'est une affaire interne. Et lorsque j'ai lu sur le bas de ce qui se passe dans l'éclat ici, on considère ça comme une rébellion, mais une rébellion soutenue par les Rwandais, n'est-ce pas? Et vis-à-vis de cela, j'ai apprécié le fait que le chef de l'État a identifié clairement les problèmes, d'autant plus que dans sa logique, il semble nuancé par rapport à l'implication, n'est-ce pas, qu'on tenterait aussi de faire croire par rapport à l'Ouganda. Le chef de l'État dit, jusque-là, il n'a pas encore des informations que... Par rapport à l'implication de l'Ouganda, cette fois-ci. Voilà, l'Ouganda est derrière la rébellion, mais pour les Rwandais, c'est connu de tous. Ce n'est qu'un secret pour personne, n'est-ce pas? C'est là que, moi, je me dis, par rapport à cela, puisque nous avons des Congolais qui ne veulent pas évoluer selon que les choses évoluent normalement, il faut s'afficher pour pouvoir les mettre hors d'état de nuit. Maître Willy Mbenza, j'ai retenu une phrase du chef de l'État. Il a dit « On est maître de ses pensées et esclave de ses paroles ». Comment est-ce que vous expliquez ça? Non, mais des fois, quand on se permet de parler de quelque chose, n'est-ce pas? On doit les respecter. Nous avons assisté récemment ici à la conférence, n'est-ce pas, sur la Sergel, n'est-ce pas, à Addis Abeba. Le président Kagame était présent à cette conférence-là. Alors, on ne peut pas comprendre aujourd'hui que pendant que tous les chefs d'État qui étaient présents à cette conférence-là, et ils considéraient les M23 comme étant des forces négatives, qu'aujourd'hui on apprenne que les Rwandais soutiennent encore ces forces négatives-là. Cela ne veut-il pas dire que le chef de l'État ne s'exprime pas trop? C'est pas sa politique de trop s'exprimer? Non, non. Il s'exprime quand c'est nécessaire, quand c'est absolument nécessaire? Non, non. Dans le contexte qui est le nôtre au pays, nous sommes dans un bicéphalisme de l'exécutif. Notre exécutif a deux têtes. Vous avez le chef du gouvernement, le premier ministre, et vous avez le président de la République. Chacun a ses prérogatives. Qui est au-dessus de l'autre? Naturellement, le chef de l'État, n'est-ce pas? Alors, lorsque le premier ministre, n'est-ce pas, qui est censé rayonner le gouvernement, la gestion quotidienne du pays, s'implique dans quelque chose, le chef de l'État ne peut pas à tout prix parler parce qu'il est chef de l'État, n'est-ce pas? Mais il est quand même le garant de la nation, donc sa parole ou ses dires comptent peut-être beaucoup plus psychologiquement. Ça, c'est constitutionnel. Il est non seulement garant de la nation, mais il est aussi détenteur de la souveraineté nationale. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, quand le chef de l'État agit aujourd'hui, ça concerne nous qui sommes aujourd'hui vivants au Congo, ça concerne ceux qui étaient là hier, ça concerne ceux qui viendront demain. Et vis-à-vis de ces prérogatives liées à sa souveraineté, moi je me dis que lorsqu'il doit agir, il doit mûrir 1000 fois pour ne pas se lancer dans la précipitation. Il est resté pratiquement mi-way depuis que l'affaire a commencé. Maintenant qu'il s'est prononcé, n'est-ce pas, il a fixé l'opinion. Il dit que c'est une rébellion qui est soutenue par les Rwandais. Il n'est pas dans la logique de ceux qui pensent que on veut balkaniser notre pays. Vous pensez que le président du Rwanda s'exprime trop, il parle trop quant à lui? Non, mais il suffit simplement de voir la réaction de la communauté internationale pour considérer qu'on veut les discipliner, on peut discipliner le président Kagame, n'est-ce pas? Quand il se permet de dire tout haut qu'il avait reçu une mission de la part de la communauté internationale pour éliminer le président du Congo, n'est-ce pas? Il le disait peut-être par enchantement par rapport à lui-même, mais il ne pensait pas, n'est-ce pas, aux conséquences qui allaient tomber sur lui et sur le Rwanda. Maintenant, nous apprenons que les États-Unis se sont décidés de suspendre ça. Demain, c'est la grande bataille. Les pays scandinaves aussi. Ainsi de suite. Et les Occidentaux,
quand ils commencent comme ça, ils vont aller très loin pour les mettre à nu. Mais il y a quand même une certaine opinion qui pense que 200 000 $, c'est rien, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ça, c'est pour les Américains. Mais pour d'autres pays, je vois, il y a des sommes comme de 30 millions, n'est-ce pas? De 26 millions de ceci, dont on ne veut plus mettre à la disposition du président Kagame et du Rwanda pour continuer de soutenir. Est-ce que tous ces gels, Maître Willy Benzaï, est-il le synonyme de que notre diplomatie est devenue maintenant agissante et agressive? Bon, par rapport aux États qui se décident ainsi, ça s'appelle représailles. Représailles en droit international, n'est-ce pas? Vous voulez vous dépasser du contexte international, vous voulez violer la charte des Nations Unies, qui recommande les non-recours à la force, n'est-ce pas? Et le respect de la souveraineté d'un État indépendant, vous voulez dépasser cela simplement parce que vous êtes soutenu par les États-Unis ou par la Grande-Bretagne, par l'Allemagne, et ainsi de suite. On vous dit non, restons dans les contextes. L'occasion a été donnée lors de la conférence de la CERGEL pour que le président Kagame puisse se rattraper. Mais il a manqué l'occasion, à mon avis, parce que après, il a continué d'agir de la même façon qu'avant, n'est-ce pas? C'est ce qui irrite toute la communauté internationale. On a suivi dans nos éléments que la CPI est derrière Paul Kagame, mais on le sait, le Rwanda n'est pas signataire du traité de Rome. Comment ça va se passer, vous qui êtes, si je ne me trompe pas, spécialiste en droit constitutionnel et en droit international? Comment ça va se passer? Non, mais vous avez toujours dit que ce sont les grandes puissances qui gèrent le monde. N'est-ce pas? Ils peuvent passer outre ce traité de Rome. Non, mais s'ils veulent humilier le président Kagame, ils le feront par tous les moyens. Comme Charles Taylor. On le compare même maintenant à Charles Taylor. Ils le feront par tous les moyens. Et maintenant, j'ai beaucoup de joie parce que je sens qu'on va arriver vers là. Voilà, nous passons maintenant au deuxième dossier qui est relatif à la conférence des ministres du genre. Kinshasa a abrité cette conférence pendant 2 ou 3 jours. C'était pour combattre les violences sexuelles basées sur le genre. On y va. Il est question au cours de ces assises de produire des mesures de synergie d'action que doivent canaliser les ministères en charge du genre et de la justice des États de la région de Grand Lac. Objectif poursuivi, mettre un terme à toutes ces pratiques criminelles, d'où qu'elles viennent, et éradier en définitive et en urgence tout ce comportement décrié, ignoble, qui cause la désolation dans la région. Pour Geneviève Inagossi, ministre du genre, cette conférence internationale posera les bases solides d'une élimination conséquente de ces fléaux qui doit être combattu sans réserve. La conférence internationale de la région de Grand Lac, processus intégrateur, demeure la plaque tournante qui appelle nos différents États à la construction d'une nouvelle vision d'intégration et de consolidation des rapports régionaux, avec comme objectif final la stabilisation régionale effective, en mettant un terme à ce cycle infernal des guerres à répétition qui retarde le développement économique de l'Afrique et soustrait nos populations des bienfaits de la modernité. Aussi, nos différents chefs d'État, de la déclaration des Kampala, n'ont-ils pas évidemment réitéré leur engagement d'œuvrer pour le renforcement de la gouvernance régionale et de la prévention des conflits à travers des mécanismes idoines intériorisés par tous et dans le strict respect de l'intégrité territoriale de nos États. Cette consultation de haut niveau pour les déclenchements de la campagne Tolérance Zéro sur les violences sexuelles basées sur le genre et l'impunité fait suite aux cris de cœur dénonciateurs de la femme et de la jeune fille congolaise qui ont payé les lourds tributs des crimes de genre, des crimes de génocide et des crimes contre l'humanité, a ajouté la ministre du Genre, Geneviève Inagossi. Ces travaux font suite au sommet des chefs d'État de la région des Grands Lacs, tenu à Kampala en décembre 2011, où la sous-région avait pris l'engagement d'élaborer un protocole d'accord de lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. 7 mois après, les ministres de la Justice et du Genre de la région des Grands Lacs se réunissent à Kinshasa pour trouver des voies et moyens pour déclarer la guerre contre les personnes qui déshonorent la femme, la mère de l'humanité.
Et c'est Daniel Moukoko, vice-ministre et ministre du budget de la RDC, qui a lancé ces travaux. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais vous rassurer de l'engagement ferme du gouvernement de la République démocratique du Congo à soutenir la campagne que nous lançons ce jour. C'est pourquoi la République démocratique du Congo voudrait tirer profit de cet élan régional, de cette mobilisation collective pour une lutte encore plus radicale dont les résultats doivent être rapidement visibles. Pour la ministre du Genre, Geneviève Inagossi, ces assises ouvrent un cadre de discussion sur la lutte contre les violences sexuelles dans la région des Grands Lacs. J'ai en outre succinctement orienté les réflexions de nos experts en rappelant le noble esprit de la déclaration des Kampala du 16 décembre 2011 des chefs d'État et des gouvernements de la région, ainsi que les dividendes que nous devons tirer des discussions dégagées de cet important instrument juridique régional. J'ai enfin mis un accent particulier sur les principaux objectifs poursuivis par la consultation et les résultats attendus. Au ministre de la Justice, Wivine Mumba, de renchérir que la RDC a déjà pris quelques mesures pour pallier à ce fléau qui gangrène la région des Grands Lacs. De façon anticipative aux résolutions du 4e sommet, le gouvernement congolais a procédé à la réforme de la justice en se fondant particulièrement sur le renforcement constitutionnel des institutions de justice. Un élément essentiel pour établir la stabilité dans les zones sensibles, protéger efficacement la population et renforcer l'autorité de l'État. Le secrétaire général de la CIRGL, le professeur Toumba Luaba, a au cours de cette cérémonie ajouté qu'il s'agit cette fois-ci de protéger les victimes et accélérer la justice en la matière. Vous avez suivi Maître Willy Mbenza. Est-ce que les victimes des violences sexuelles en République démocratique du Congo ne sont pas protégées par la loi? Comment ça? Non, mais la loi pénale par rapport à cela existe au Congo. Qu'est-ce que ça prévoit? Non, enfin, ça fait voir la punition. Et c'est quoi cette punition? Non, mais ça dépend. Mais la loi prévoit que tout infracteur soit puni. C'est ce qui m'enchante, mais je voudrais faire un commentaire par rapport à ce que j'ai suivi, c'est-à-dire concernant par exemple les genres. Je peux supposer qu'ici chez nous, notre ministre, Madame Inagossi, peut être écoutée par les autorités du pays, n'est-ce pas, lorsqu'elle prend des initiatives comme ça, n'est-ce pas, et elle peut être soutenue. Mais est-ce que c'est la même chose pour le ministre qui a représenté le Rwanda vis-à-vis du président Kagame? Est-ce qu'il peut faire prévaloir ces points de vue? C'est là que le problème peut se poser, n'est-ce pas? Sinon, à mon avis, si ce n'est pas le cas, je dirais que c'était une conférence inutile. Et quand est-ce qu'on sait que c'est viol? Est-ce que le viol en République démocratique du Congo est considéré comme une arme à l'est de la République? Une arme de guerre? Comment punir, comment reconnaître d'abord un violeur et comment les punir? Non, les viols, ce n'est pas par rapport simplement à l'arme ou quoi. C'est une incrimination pénale, n'est-ce pas? Le fait de vouloir prendre un être humain de sexe féminin, n'est-ce pas? Contre son gré, n'est-ce pas? Ça s'appelle le viol. Et ça, c'est à tous les niveaux. Vous avez les mineurs, vous avez les majeurs, et ainsi de suite. Ça n'a pas simplement, n'est-ce pas, une vision par rapport à l'Est ou quoi, parce que déjà, nos tribunaux internes et les tribunaux de la République, n'est-ce pas, se prononcent sur ça régulièrement ces derniers temps. Il y a viol, pour un mineur, il y a viol? Oui. D'ailleurs, ça aggrave. Le viol est automatique pour une mineure. Ça aggrave la situation parce que nous sommes dans les contextes où on considère que le mineur est dépourvu du consentement. Et vis-à-vis de cela, on considère que l'homme, majeur ou mineur, qui se permet de vouloir se comporter comme ça,
c'est qu'il y a une délibération, et vis-à-vis de cette délibération-là, la loi sanctionne sévèrement. Ok, nous allons passer au troisième chapitre de notre émission Info 7. Nous allons parler cette fois-ci des médias. Trop de taxes tue les taxes, dit-on. Alors les patrons des maisons de presse se plaignent qu'il y a trop de taxes et se sentent un peu asphyxiés par rapport à ça. Et ils l'ont dit à leur ministre de tutelle. La journée nationale de la liberté de la presse célébrée le 22 juillet de chaque année a constitué une opportunité aux professionnels des médias pour déplorer la surtaxe dont sont victimes la plupart des organes de presse congolais obligés finalement à fermer. Ces professionnels parlent d'un drame. Je n'ai jamais vu au monde autant de taxes que payent les médias congolais dans ce pays. C'est un drame. C'est un véritable drame pour les Congolais, surtout en cette période cruciale pour la République, qui est en proie à une nouvelle guerre d'agression. Comment vous allez gagner la bataille de la communication si les médias de la République se mettent à fermer les uns après les autres? Nous sommes heureux d'apprendre de la bouche même du ministre de la Communication et des Médias que des efforts sont entrepris en ce moment ici pour que des solutions urgentes puissent être apportées, et nous espérons que ces solutions-là vont être apportées avant que les médias ne ferment. Moi qui vous parle et qui ai été président de la Fédération des radios de proximité du Congo, donc des radios communautaires, je vous dis que j'ai souffert moi-même de cette fiscalité outrancière qui est liberticide. Parce que on demande à quelqu'un de payer des taxes d'abord. La nomenclature n'est même pas connue. Vous avez une dizaine de taxes que vous payez à une dizaine d'agences que vous ne connaissez pas et qui chacune arrive avec son montant. Et vous arrivez à des montants faramineux de l'ordre de 40 000 dollars par mois que vous ne pouvez pas réaliser. Message reçu 5 sur 5 par le ministre des Médias et sa réponse est immédiate. J'ai entendu les appels qui ont été adressés au gouvernement et je voudrais vous rassurer que depuis quelques semaines déjà, mes services, avec certains segments des organisations professionnelles des médias, sont en train de travailler pour passer à l'étape de mise à jour des textes réglementaires qui vont porter mise en œuvre des lois portant facilité fiscale et autres pour la presse nationale. Passant de la parole à l'acte, Lambert Mende a reçu en audience ce mardi les responsables des Congo Web. Le ministre des Médias a invité le patron des Congo Web et tous les autres responsables des médias congolais à ne pas mettre en exécution leur décision de fermeture de leurs organes. Le gouvernement s'emploie, a dit le ministre, à trouver la solution à leurs problèmes dans un délai raisonnable. La décision était claire. Dès le 1er août, Congo Web devait arrêter avec son journal télévisé. Une décision motivée par la surtaxe. La situation de taxes et redévances excessives avait concerné tous les médias, mais le gouvernement pense résoudre la question. Du coup, Congo Web renonce à sa décision. Le journaliste qui voyait venir un congé technique pousse un ouf de soulagement. La décision du ministre de tutelle Lambert Mende me réjouit personnellement. C'est une façon indirecte de reconnaître le mérite du travail que nous abattons chaque jour. Et je remercie également notre patron Gabriel Chabani pour la démarche ou les démarches administratives qu'il a entretenues ou qu'il a entrepris à l'endroit de tous les responsables ou de toutes les autorités de ce pays. Pour moi, je trouve que c'est une bonne réflexion que les ministres aillent à prendre. Parce qu'il se rend compte qu'aujourd'hui, pour diffuser, pour donner des informations, il faudrait que la télévision soit opérationnelle. Tous les médias congolais victimes de la surtaxe poussent également un ouf de soulagement. Les stagiaires de Congo Web aussi. En tant que stagiaire, je me réjouis de cette décision de continuer avec la rédaction de Congo Web parce que la décision de suspendre la rédaction aurait vraiment dérangé notre stage. Tous les professionnels des médias pensent désormais espérer pour leurs conditions salariales, car Lambert Mende a également promis l'application de la loi sur le régime d'aide à la presse afin de promouvoir la presse de l'excellence. En marge de la célébration de la Journée nationale de la liberté de la presse,
les professionnels des médias ont débattu sur la problématique des journalistes employés comme attachés de presse ou encore comme conseillers au sein des cabinets politiques. Visiblement, le débat est loin d'être clos, pas de solutions tranchées, alors que la question est réglée par la loi régissant la presse en République démocratique du Congo. Le secrétaire général de l'UNPC est catégorique. La loi prévoit que tous les journalistes sont mis en disponibilité. Ils doivent remettre leur carte de presse, se mettre à la disposition des cabinets politiques au sein desquels ils travaillent. Et lorsque leur mandat aura terminé avec les ministres ou avec les PDG ou que sais-je encore, ils peuvent venir à l'UNPC pour récupérer leur carte. Ils ne peuvent pas être en même temps juges et partis. Les propagandistes des ministres au sein de leurs organes de presse. Alors que le président du CESAC, pour sa part, ouvre le débat là-dessus. Beaucoup d'hommes politiques qui sont aujourd'hui au pouvoir utilisent les journalistes comme attachés de presse, comme conseillers, etc. Ils devraient comprendre que ces attachés de presse, et nous, c'est ça que nous sommes en train de travailler à la question, nous aimerions faire un dialogue avec tous ceux qui travaillent dans ce sens, pour leur dire qu'il faut qu'on fasse la part des choses entre le métier qui est le nôtre, qui est celui d'informer et qui nous demande une certaine, si je puis dire, neutralité, et celui d'attaché de presse d'un homme politique qui est obligé de dire d'abord l'information ou celle qui fait la promotion de celui pour qui on travaille. Quoi qu'il en soit, il est difficile de prester comme journaliste tout en étant membre actif d'un cabinet politique. Comme dit l'autre, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Vous avez suivi avec nous, Maître Willy Mbenza, trop de taxes, comme on l'a dit tantôt, une dizaine de taxes qui nous coûtent à peu près 30 000 à 40 000 $ par mois. C'est trop quand même. Non, mais la contribution aux charges publiques, n'est-ce pas, constitue un devoir pour toute personne, qu'elle soit physique ou morale, n'est-ce pas, vivant en République démocratique du Congo. C'est un homme de loi qui parle. Alors, mais ça ne peut pas être exagéré. Les problèmes ne se situent pas simplement au niveau du secteur des médias. C'est partout. Nous qui sommes des fois conseils de plusieurs sociétés de la place, mais vous avez des dossiers tous les jours. Alors, je suis très content que le ministre qui a parlé, n'est-ce pas, pour les secteurs du média, et y compris que, conformément à l'article 174 de la Constitution, n'est-ce pas, on peut offrir un allègement à cela pour que ça ne puisse pas asphyxier, n'est-ce pas, ceux qui se battent pour pouvoir aider la République à aller de l'avant. C'est vrai que sous d'autres cieux, beaucoup de pays occidentaux sont constitués par des taxes. Mais il ne faudrait pas que, n'est-ce pas, les principes soient appliqués d'office ici parce qu'on veut l'appliquer alors que les réalités ne sont pas les mêmes. Nos réalités économiques sont tout à fait différentes. Différentes. Et au vu de cela... Et par rapport à la subvention de l'État pour les médias... Non, mais ça peut faire une bonne chose. Ça peut faire une bonne chose. C'est ce que j'ai apprécié, la démarche de ce que moi je considère comme étant les groupes de pression. Les gens qui sont réunis là, les responsables de médias de la République. La subvention de l'État, je vous informe, est de 2 millions de $ chaque mois. L'État doit à la presse cette subvention-là de 2 millions de $. Non, mais c'est écrit où? Mais c'est prévu. Dans quel document? Puisque au Congo, ici, on entend parler des choses comme ça, mais pour l'exécution, ça pose toujours problème. N'est-ce pas? Alors, nous voudrions que cette fois-ci, les choses se précisent, n'est-ce pas? Pour que tout le monde se retrouve. Aujourd'hui, vous êtes au gouvernement, membre du gouvernement, vous pouvez vous réjouir. Je parle du gouvernement central, le gouvernement provincial, vous pouvez vous réjouir parce que c'est vous qui recevez. Mais demain, vous pouvez quitter le gouvernement et devenir, par exemple, responsable d'un média privé. Alors, lorsque ça va se retourner contre vous, vous allez vous plaindre peut-être de la même façon ou plus que ceux qui le font
aujourd'hui. Au vu de cela, le Congo, c'est notre pays. Les impôts, les taxes qu'on doit payer, ça fait les taxes, les impôts qui doivent revenir au pays. Les charges dont nous voulons pour les pays, ça fait des charges qui doivent servir les Congolais et les Congos. Soyons modestes pour ne pas frustrer les gens souvent, sinon, avec l'attitude que j'ai vue ici de votre promoteur, je dirais que si tout le monde emboîte les pas, il restera quoi dans le monde des médias. Il n'y aura plus de chaînes de télévision. Mais que pensez-vous de l'incompatibilité entre la fonction de journaliste et celle d'attaché de presse? C'est totalement incompatible. Non, mais vous-même, vous le dites, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas être jugé parti. Lorsque vous devenez attaché de presse, certes, vous gardez la nature du journaliste, mais vous allez au gouvernement. Vous êtes devenu membre du gouvernement au sens élargi. Est-ce que vous serez dans l'attitude de pouvoir rendre les informations, n'est-ce pas, telles qu'il le faut? Je ne pense pas. Vous avez vu et suivi ici l'affaire par exemple, du responsable de la RTNC, n'est-ce pas, qui a été, si vous voulez, viré parce qu'il voulait à tout prix. À son parti. Voilà. Alors, à ce niveau, si vous voulez être indépendant, libre d'esprit en tant que journaliste, n'entrez pas au gouvernement. Le gouvernement ne veut pas dire simplement ceux qui sont ministres ou vice-ministres, mais ceux qui sont autour du pouvoir, ceux qui bénéficient de toutes les facilités du pouvoir. Et lorsque vous êtes attaché de presse, vous êtes au gouvernement au sens élargi, vous n'allez pas rendre l'information comme telle, n'est-ce pas? Je pense que ceux qui se décident d'aller de ce côté-là peuvent exercer, et lorsqu'ils auront fini, ils vont rentrer, n'est-ce pas, cette fois-là pour fonctionner en tant que journaliste indépendant. Voilà, le prochain dossier est lié à la francophonie. Comme vous le savez, la ministre française chargée de la francophonie a séjourné à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, et elle a rencontré les autorités et d'autres personnalités de la République. Nous suivons donc ce condensé. Si toutes les batteries sont mises en marche du côté du gouvernement pour la réussite du 14e sommet de la francophonie, il y a une démarche contraire de la part de certains Congolais. C'est ce qui justifie les sit-ins organisés cet avant-midi devant l'ambassade de France en RDC. Dès 10h du matin, ces Congolais se réclamant de l'UDPS chantaient des chansons s'opposant à l'arrivée à Kinshasa du président français François Hollande pour prendre part au 14e sommet de la francophonie prévu au mois d'octobre. Jamais passera, la francophonie jamais passera. Deux raisons sont avancées par ces manifestants. Pour eux, la RDC doit d'abord stabiliser sa partie Est, car il est inconcevable de fêter à Kinshasa quand ça brûle à l'Est. On ne peut pas venir tenir la francophonie ici pendant qu'à l'Est de la République, le peuple est en train de mourir. Nous recommandons à ce que la francophonie soit annulée, qu'on repousse ça et qu'on organise ça dans un autre pays jusqu'au moment où on va voir clair dans la situation de l'Est de la République. Une autre raison avancée reste le non-respect du verdict des urnes. Nous manifestons notre mécontentement parce qu'il n'y a pas la démocratie dans notre pays. Nous disons non à la francophonie ici. Parce que François Hollande, si c'est un homme d'État, il doit respecter son engagement avec la population française. Il a dit que lui, il ne peut pas coopérer avec ceux qui ont pris le pouvoir par force. Comme il n'y a pas la démocratie, comme notre pouvoir est volé par les gens qui sont maintenant au pouvoir, nous disons non. Avant d'être dispersés par les hommes en uniforme, ces manifestants qui se réclamaient de l'UDPS, parti cher à Étienne Tshisekedi, ont mandaté deux de leurs pour déposer un mémo à l'ambassade de France. Signalons que le président français a mandaté l'un de ses collaborateurs pour prendre langue avec toutes les forces vives du pays. Affaire à suivre. Yamina Benguigui était porteuse d'un message de soutien de la France à la RDC à quelques mois de la tenue du 14e sommet de la francophonie au pays de Joseph Kabila. À en croire la ministre française déléguée à la francophonie, la République démocratique du Congo peut compter sur la France
pour la réussite de ce sommet. Et j'ai rappelé surtout le soutien de la France à la République démocratique du Congo. L'avancée du sommet se passe très bien. Nous proposons aussi nos compétences. Nous allons dans la même voie et nous sommes ensemble sur ce projet. La participation du président français à ces assises, voilà une question qui défraie la chronique. La ministre française déléguée à la francophonie répond. Il l'annoncera très rapidement et voilà, pour l'instant nous avançons ensemble et vers le même objectif. Cette rencontre entre le président de l'Assemblée nationale et la ministre française déléguée à la francophonie a été une occasion pour Yamina Benguigui de saluer le travail abattu par la Chambre basse du Parlement. D'ailleurs, le Parlement de la RDC est l'un des sites de la francophonie. À l'heure actuelle, il est refait pour neuf. Ici, c'est tous les bureaux de la CENI qui reçoivent Benguigui. Ministre française en charge de la francophonie, elle avait dans son agenda à s'enquérir de la situation des élections du 28 novembre, jusque-là dans une controverse perpétuelle. Après quelques minutes, l'émissaire de François Hollande n'a fait aucune déclaration à la presse. Là, le vice-président de la CENI tente de sauver les meubles. Écoutez, en tant que membre du gouvernement français, vous voulez savoir, une vue directe à la source, au-delà des rumeurs, de ce qui s'est réellement passé, quelles sont les forces et les faiblesses de notre processus électoral et surtout les perspectives que nous pouvons dégager à la suite du travail et de l'exercice que nous avons eu à l'Assemblée nationale. L'on sait que la restructuration de la CENI a toujours été exigée par l'Union européenne, particulièrement par François Hollande. La question semble énerver les bureaux de la CENI qui défend une thèse juridique. La restructuration de la CENI est une question de droit public interne congolais et que, en tant que membre du gouvernement français, elle ne s'est pas permise, n'est-ce pas, d'aborder cette question. Il appartient aux Congolais de savoir quel est le meilleur outil qu'il faut mettre en place. Quelle observation l'actuel gouvernement français peut faire des élections du 28 novembre? Jacques Njoli refuse de faire marche arrière. Les élections de 2011, ça se trouve dans notre passé. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est comment on assure la symétrie de légitimité entre toutes les institutions et surtout comment nous devons arriver finalement à asseoir la démocratie locale. Donc... François Hollande viendra-t-il, oui ou non, à Kinshasa? Tout dépend du rapport de son émissaire dont les contenus restent impénétrables. Ma question est tout à fait directe aussi. François Hollande viendra pas en RDC pour ce sommet de la francophonie. Très bien. Mais avant de répondre à la question, n'est-ce pas, je ne comprends pas pourquoi les membres du bureau de la CENI refusent de comprendre qu'ils sont fin mandat du fait de leur incompétence. Là, je suis au niveau de l'article 14 de la loi qui organise la CENI. Les mandats de membres du bureau de la CENI prend fin par expiration du terme. On n'est pas dans le contexte décès et puis incapacité permanente. Est-ce que vous pouvez prouver cette incapacité? Ces membres se sont montrés incapables d'une manière permanente. Ils organisent les élections à Kinshasa, contestation. Bakongo, contestation. Bandundu, contestation. Katanga, contestation. Province orientale, contestation. Des Kasaï, Équateur, ainsi de suite. Ils sont fait mandat. Pourquoi ils s'acharnent à rester, n'est-ce pas, comme on a suivi Maître Njoli, il a dit que la restructuration de la CENI, est une affaire de droit public interne congolais. Les étrangers n'ont pas à s'y mêler. Moi, je ne suis pas étranger. Moi, je suis congolais, autant que Maître Njoli. Et je vous l'ai dit, moi, j'ai lu l'article 14 de la loi sur la CENI, n'est-ce pas? J'ai dit que ces membres-là se sont montrés incapables d'une manière permanente et c'est fait, ils sont fin mandat. Moi, je les considère comme étant fin mandat, n'est-ce pas? Et sur le plan international, puisque vous voulez faire
un État sur quand ça. Même, c'est vous quand avez suivi l'attitude de Madame la ministre française. Il n'a pas voulu faire des commentaires. C'est tout un langage, selon vous? Il se considère autant que nous que le bureau là doit partir, n'est-ce pas? Avant cela, vous avez suivi la réaction des Congolais, des compatriotes, n'est-ce pas? Et quelles sont vos impressions? Qui se sont rendus, partagez le point de vue qui de se sont rendus aussi, n'est-ce pas? Comment expliquez-vous à l'ambassade Comment est-ce que vous expliquez français, pardon? Comment est-ce que vous expliquez les agissements de les conséquences néfastes du comportement des membres du bureau de la CENI. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, des gens comme le président Hollande, fut-il un président français, peuvent faire un chantage au Congo, n'est-ce pas? Il dit il peut ou n'est pas venu. Pour une question qui concerne la France principalement. La francophonie ne concerne pas J'ai dit principalement la francophonie, c'est la réunion des États qui parlent français. Et dans l'histoire, il n'y a pas la mère, n'est-ce pas, de toutes ces renaissances-là, si ce n'est que la France. Donc, la francophonie concerne la France principalement, ça je le répète. Maintenant, nous sommes l'objet d'un chantage, parce qu'on suppose que les élections ont été mal organisées, les élections ont été truquées, il ne fait pas respect des démocraties, respect des droits de l'homme, à cause des membres du bureau de la CENI, n'est-ce pas? Alors, au lieu de chercher les problèmes ailleurs, mettons ces gens-là hors d'état de nuire, autant que nous devons avoir une attitude haineuse contre les M23, parce qu'ils travaillent contre l'État, contre les Congolais, contre le Congo. La même chose, les membres du bureau. La même chose. Voilà pourquoi, moi je me dis que nous devons être justes partout pour pouvoir identifier et poser les problèmes. Maintenant, vous dites le président Hollande ou pas. Sans sa présence, ce sommet ne se tiendra-t-il pas ou ce sera un signe d'échec pour voici mon approche à moi. Moi, je me dis ceci. En octobre, n'est-ce pas? Quand le secrétaire général de la francophonie va descendre ici je parle du président Hadi Diouf, qui descende avec le président Hollande ou pas, avant qu'il ne vienne ici, il doit condamner d'abord ce qui se passe à l'Est. Parce qu'on ne comprend pas qu'un pays membre de la francophonie connaisse ce qui se passe là à l'Est et qu'il n'y a aucune solidarité, même à titre individuel. Ça, je ne comprends pas. Surtout au sein de la francophonie. Voyez-vous? Alors, les chantages Hollande ou pas, c'est au contraire les Congos et les Congolais qui devaient faire ces chantages-là à la France pour dire que si vous ne condamnez pas ce qui se passe, n'est-ce pas, à l'est du pays, pendant que les compatriotes meurent là-bas, nous risquons d'annuler les sommets ici. N'est-ce pas? Et si cela est fait, vous allez voir comment la France va se précipiter, puisque la France tient un intérêt particulier sur cela, parce que ça remonte la cotation de la France dans le monde des communications. N'est-ce pas? Pratiquement, qu'est-ce que ça va nous apporter, ce sommet de la francophonie? Non, beaucoup de choses. Un sommet apporte toujours beaucoup de choses. D'abord, la connaissance sur le plan mondial, n'est-ce pas? Si vous êtes au Congo, disons en Europe, en Amérique, et en Asie, si vous citez Kinshasa, il y a des gens qui ne connaissent pas. Non, rien du tout, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on apprend quand même que il y a un sommet qui se tient à Kinshasa, en République du Congo, on va taper sur Google pour chercher quand même Kinshasa. C'est quand même un bénéfice, n'est-ce pas, sur le plan de la publicité. Et outre cela, les relations, les ceci, même sur le plan financier aussi, n'est-ce pas? Pendant une semaine, Kinshasa sera quand même la capitale de la francophonie. Alors, parce que nous sommes mécontents que ça peut apporter quelque chose, n'est-ce pas? Et pour ceux qui pensent que la francophonie va relever la cote du président Joseph Kabila, qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça n'a rien à voir. Lorsqu'on parle des choses sérieuses comme ça, il ne faut pas les limiter au niveau des individus. La francophonie a commencé, le président Joseph Kabila n'était pas encore président de la République.
n'est-ce pas? En 2016, il va quitter, la francophonie va continuer, n'est-ce pas? Alors, qu'on ne limite pas simplement à lui pour dire que ça risque de remonter sa cote, ça n'a rien à voir. Mais ce qui est vrai est que, parce qu'il y a ceux qui pensent que le président Joseph Kabila a été mal élu, à la suite de ce que nous déplorons tout à l'heure par rapport aux membres de la CENI, hein, par rapport à cela, on suppose que si le sommet se tient ici, ça risque de faire reconnaître davantage son pouvoir sur le plan international, parce que, je vous donne un cas de la reconnaissance, vous avez le président Ouattara qui dit que lui viendra à Kinshasa pour soutenir le président Kabila. Mais pas le président mais un autre cas, vous avez cité le président Condé, qui dit lui ne viendra pas. Donc, nous sommes dans ce contexte-là de reconnaissance du pouvoir de Joseph Kabila sur le plan international. Et il y a beaucoup d'inquiétudes pour ceux qui pensent qu'il a été mal élu, parce que si on laisse le sommet se tenir, il sera reconnu par beaucoup d'États. Le dossier suivant, c'est la sortie à Brazzaville, capitale de la République du Congo, du magazine Forbes, version française. Nous suivons ce reportage. Plusieurs chefs d'État africains étaient présents pour le lancement de la première édition francophone des Forbes Afrique. Cette revue américaine, créée depuis 1917, est spécialisée dans les informations économiques et le classement des fortunes. Forbes Afrique se veut un média d'influence sur les matériaux et les leviers des systèmes économiques africains. Après 95 ans d'expérience aux États-Unis d'Amérique, la revue Forbes dit être attirée par les potentialités économiques africaines. L'Afrique recèle les plus grands gisements de métaux de base et de minéraux rares qui alimentent la croissance industrielle et les nouvelles technologies. 90% des réserves mondiales de platine, de cobalt, de chrome se trouvent en Afrique. 60% des réserves mondiales de manganèse et de coltan. Et en d'autres mots, l'Afrique se trouve au centre de la nouvelle géopolitique des ressources minières. Ce magazine va consacrer une édition spécifique pour soutenir et accompagner l'Afrique en progrès, surtout attirer les investissements étrangers pour le développement du continent. Le rayonnement dont jouit le magazine Forbes permettra assurément d'offrir une visibilité certaine aux avancées que réalisent les pays africains dans les réformes macroéconomiques, la maîtrise des finances publiques, l'amélioration du climat des affaires, le développement durable et la bonne gouvernance. L'Afrique a bien un choix à faire. C'est ce qu'ont souligné deux anciens premiers ministres français, Dominique de Villepin et Jean-Pierre Raffarin. Forbes Afrique se propose d'organiser chaque année un congrès de décideurs, investisseurs et leaders d'opinion pour discuter des difficultés et opportunités économiques des pays de l'Afrique francophone. Ce magazine sera disponible à kiosque le 1er août prochain dans 23 pays d'Afrique francophone, ainsi qu'en France, Suisse, Belgique et Québec. Maître Willy Mbenza, une question assez personnelle. Êtes-vous afro-pessimiste ou afro-optimiste? Ça dépend des contextes. Expliquez-nous un peu. Ça dépend des contextes. Comment ça? Si c'est pour l'Afrique, je soutiens. Mais si c'est contre, je combats. Ok. Alors, par rapport à la sortie de cette revue, qu'est-ce que vous en pensez? L'Afrique est-elle un continent en émergence? Non, mais si c'est pour faire avancer l'Afrique, il n'y a pas de débat. Mais si c'est pour jouer les jeux de ceux qui parlent depuis des millénaires, je ne suis pas dedans. Ok, on a mis l'accent ici, quand on a suivi le reportage, sur les richesses minières, manganèse, tout ça, mais on a l'impression qu'on ne transforme pas ces produits-là en Afrique. On a l'impression qu'on vient simplement prendre et partir avec. Il n'y a pas d'usine de transformation en Afrique pour tous ces produits que nous avons. C'est pourquoi j'ai parlé tantôt des discours millénaires.
n'est-ce pas? Ça fait très longtemps qu'on dit qu'en Afrique, il y a ça. Mais que gagne l'Afrique par rapport à cela? Je pense que rien du tout. Mais si maintenant les gens prennent conscience pour que cela revienne en priorité à l'Afrique, moi je dis que je suis dedans. Vous pensez qu'il y a quand même des fortunes en Afrique? Non, mais le problème c'est la fortune à être connue, des entreprises à être connues. La sous-évaluation. L'Afrique est sous-évaluée? Non, des matières. Vous avez la même matière qui sort de l'Afrique ici, par exemple pour l'Occident, pour l'Europe, elle est sous-évaluée. Mais si ça vient par exemple de l'Asie ou de l'Amérique, même du Sud, on donne une autre évaluation, n'est-ce pas? C'est ce que connaît l'Afrique. Vous vous dites non, nous sommes le premier producteur de diamants. Oui, d'accord. Mais lorsque vous extrayez les diamants, vous allez vendre. Quel est le coût? Quel est le coût pour ces diamants-là? N'est-ce pas? Et quand ça nous revient 10 fois plus cher. Les pétroles qu'on sort de l'Afrique ici, est-ce que ça a les mêmes coûts que les pétroles tirés de l'Asie, par exemple? Je ne pense pas. Alors, lorsqu'à ce niveau-là, déjà, il y a injustice, comment voulez-vous... La faute revient à qui? À nous-mêmes, Africains, ou à ceux qui viennent acheter les produits? À tout le monde. C'est un problème de conscience, un problème de détermination. Si les gens se déterminent comme je sens maintenant là, n'est-ce pas, les choses peuvent aller mieux. J'ai toujours été content lorsque, par exemple, je suis en Europe, je suis à Paris, je vois, il y a plus de noirs que de blancs. Je dis oui, il faut qu'on vienne ici, n'est-ce pas, récupérer ce que ces gens-là prennent chez nous. Ils comprendront qu'ils ne vont plus prendre, ils vont nous laisser chez nous pour que nous nous organisions. Voilà. Vous avez vu la présence même des deux anciens premiers ministres français, n'est-ce pas, à la cérémonie. Donc ça veut beaucoup dire. L'Europe, l'Occident a compris que les Africains aujourd'hui émergent vers là parce qu'ils considèrent qu'ils prennent ici et qu'ils ne rendent pas. Alors, comment nous allons vivre? Il faut aller chercher ça là-bas. Voilà, le prochain volet est un volet, c'est le volet économique. Le ministre de l'économie a reçu les vendeurs congolais qui sont butés au problème de la vente en détail par les expatriés. Suivant. Le marché c'est nous, le commerce c'est nous, l'économie c'est nous. C'est le slogan de ces opérateurs économiques. Depuis un mois, le gouvernement congolais avait pris une série de mesures interdisant le petit commerce aux expatriés. Le délai leur accordé pour s'y conformer est arrivé à terme, mais le ministre de l'économie dit reconnaître le sens du respect et de partenariat économique, ce qui le pousse à se donner 10 jours pour l'établissement de la nouvelle nomenclature. Et qu'on les précise pour chaque nature de produit, afin qu'il n'y ait plus de confusion. Et donc, à partir du moment où je vais publier cette nomenclature par un arrêté ministériel, et rassurez-vous que ce soit les étrangers, les expatriés et aussi en fait les Congolais, nous aurons l'opinion, la presse, les précisions sur ces concepts, de sorte que nous ne puissions plus reculer. Pour les syndicalistes, ces 10 jours n'autorisent pas les expatriés à exercer le petit commerce. La décision est déjà prise, comme ça, donc à partir de demain, les commerçants étrangers ne peuvent pas vendre en détail. Ça, c'est ce qui est important pour nous. Les concernés semblent avoir bien compris le ministre de l'économie. Le ministre de l'économie a indiqué que la RDC ne refuse pas le commerce aux étrangers, mais que ces derniers exercent le commerce en gros par importation. Le thème de cette 3e édition du colloque Code minier 10 ans, enjeux et perspectives. Après les discours d'ouverture du secrétaire général aux mines, Mohindo, plusieurs conférenciers se sont succédés à la tribune. Dans l'après-midi, les dirigeants d'Ekibali Goldmines, à leur tête le PDG de Randgold, Mark Bristow. Pour lui,
il serait souhaitable de maintenir stable l'actuel code minier. Marc Buisseau a décrié aussi une fiscalité trop contraignante en République démocratique du Congo, tout en reconnaissant bien sûr les forces de l'actuel code minier. Après la Fikine, cap sur l'hôtel Memling où le staff dirigeant de Kibali Goldman a tenu son point de presse trimestriel. Globalement, tout va bien au projet, mais visiblement les opérateurs de Kibali ont un petit souci avec le système fiscal congolais. Nous pensons que le système fiscal congolais, il peut certes être amélioré, mais il n'est déjà pas aussi mal qu'on le pense. Le vrai débat pour nous, c'est plus dans l'application de toute cette réglementation et dans le renforcement des capacités pour bien administrer cela, notamment le code minier et tout le régime fiscal autour de cela. Jean-Pierre Batumoko, député national élu de Ouatia, semble un peu inquiet de l'avenir de son territoire, même s'il ne l'avoue pas. Je ne suis pas inquiet, mais je suis inquiet. On cherche un développement durable. Le projet, c'est pour 30 ans. C'est 30 ans que nous sommes privés de la terre, des ancêtres, et nous devons être préparés, nous devons préparer nos enfants. Dans l'ensemble, le projet Kibali évolue bien, et même très bien. Le 3e trimestre de cette année s'est fixé des objectifs précis. Finalité, produire le premier lingot d'or avant fin 2013. C'est l'un des défis majeurs du gouvernement Matata, assainir les routes congolaises en proie à diverses tracasseries. Tenez, rien contre la ville-province de Kinshasa et la ville de Kikwit dans le Bandundu, il est répertorié pas moins de 17 barrières illégales. Et 16 services de perception de recettes, constat fait par le ministre en charge de la nouvelle citoyenneté. En mission pédagogique de 2 jours, Lambert Mende a eu pour tâche d'annoncer la nouvelle politique du gouvernement en la matière. Il y a des décisions qui ont été prises. D'abord, la suppression effective des barrières, le retrait de tous les services autres que ceux de la police de circulation routière. Et même en ce qui concerne la police routière, il y a sédentarisation, c'est-à-dire permanence uniquement dans les points de péage. Nous pensons qu'il y aura un meilleur confort pour les usagers de la route et nous pensons qu'il y aura un meilleur respect des droits des gens qui circulent et il y aura moins de tracasseries sur cette route. Lambert Mende rassure que des dispositifs d'encadrement sont mis en place, gare aux récidivistes. Après la sensibilisation, c'est la répression qui va devoir passer, la répression ayant aussi un effet pédagogique certain, parce qu'après les premiers procès, après les premiers emprisonnements, nous sommes sûrs qu'il y aura moins de candidats à ces tracasseries de notre peuple. Prochaine étape de vulgarisation, ce sont les espaces maritimes où se vivent d'autres abus. Lambert Mende parie sur un changement de comportement pour faire avancer les choses et améliorer les conditions de vie des populations. C'est aussi cela, la nouvelle citoyenneté. Maître William Benza, la loi par rapport au commerce des expatriés est déjà là, mais qu'est-ce qui explique que cela est difficilement applicable chez nous? D'abord, j'apprécie le courage du ministre Nemoyato par rapport à cette question, parce que la loi existe, comme vous le dites, mais il y a eu peu de ministres qui ont pensé à son respect, n'est-ce pas? Mais cela n'est pas mauvais. Le ministre ne doit pas s'arrêter là-bas. Il doit continuer. Je le dis pourquoi. Nous connaissons les Congolais qui sont habitués à des bénéfices de 1000%, 500%, 200%. Que les ministres voient aussi comment, n'est-ce pas, ils peuvent mettre en œuvre les mécanismes qui peuvent permettre que les Congolais qui vont avoir les patronages sur les petits commerces ne puissent pas asphyxier d'autres Congolais, n'est-ce pas? Parce que l'habitude ayant la force d'habituer à l'inhabituel, je me dis, et j'ai beaucoup d'inquiétude de réaliser qu'un Congolais qui est habitué à faire un bénéfice de 1000%, n'est-ce pas, aujourd'hui, c'est des partis, c'est de cette attitude-là, simplement parce que il a les monopoles sur les petits commerces. Ça, c'est de 1. De 2, il faut qu'il y ait aussi du suivi. J'ai vu le même courage
dans les chefs de Madame Lukiana. Ce qui nous manque souvent, c'est le suivi des... Voilà, dans les chefs de Madame Lukiana, quand elle était encore au travail, elle a posé le problème de la rémunération des salariés congolais. Voilà, ainsi que des heures de travail. Mais est-ce que si on vérifie aujourd'hui, le problème a été résolu totalement, ça reste. Aujourd'hui, les boutiques ont repris à fermer vers 18 h. Très bien. Donc, il ne suffit pas simplement de prendre des mesures que je considère moi comme étant courageuses, mais il faut aller loin dans les suivis, parce que si les suivis ne s'en suivent pas, on risque de regretter, n'est-ce pas? Là, ça me rappelle un sage de ce pays qui me disait, il dit non, il a vécu pendant avant l'indépendance, après l'indépendance, il a connu la période du président Kasavubu, président Mobutu, président Kabila. Et aujourd'hui, si une question lui était posée de savoir s'il préférait de vivre à quelle époque, il choisirait l'époque de l'avant-indépendance. Ok, enfin le dernier dossier d'Info 7, c'est le lancement de la campagne agricole. Voilà, l'agriculture fait toujours partie des priorités. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres de plusieurs associations paysannes. Ici, le ministre des tutelles indique la feuille de route de son ministère, faire de la sécurité alimentaire la priorité des priorités. De faire de l'agriculture la priorité des priorités dans la stratégie de croissance et de l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. De mettre en place des mécanismes de financement pour la promotion du secteur agricole et de relancer les cultures vivrières et les cultures d'exportation. Jusque-là, la RDC ne vit que de l'importation des produits alimentaires. C'est le constat amer du Premier ministre. La RDC, ces Congos qualifiés de grands par tout le monde, ces Congos-là, ils vivent de l'importation. Et de l'importation de n'importe quel produit, les pommes de terre, les haricots et même certains produits comme les piments. Dans son programme quinquennal, le gouvernement dit inscrire la question de l'amélioration du social parmi ses priorités. Matata Pogno voit le temps venir pour les concrétiser par l'agriculture. Le moment est venu de sortir des griffes de la pauvreté, de la mendicité, de la sous-alimentation. Des tracteurs ont été disponibilisés pour la mécanisation de l'agriculture. Le Premier ministre en a donné les go. Le ministre des tutelles dit avoir reçu à ce jour 2175 tracteurs qui seront mis au service des campagnes agricoles. Malheureusement, les Congolais qui les ont retirés les ont immobilisés. Les agriculteurs congolais et les opérateurs économiques sont invités à travailler en synergie pour améliorer les scores de la RDC dans la lutte contre la sous-alimentation et la malnutrition. Déployés ce matin dans certaines artères de la capitale, les agents de la DGRK ont voulu d'abord sensibiliser les conducteurs des véhicules sur l'importance de la vignette. Ensuite, ils ont mis un accent particulier sur les pénalités infligées aux récalcitrants. Ces conducteurs se disent satisfaits de cette méthodologie appliquée par les agents de la DGRK. Sensibilisation est bien pour gazoil de service avant pour tuer pas. On les bat ça pour qu'ils aient la brise que Monique est malade. Je l'ai toujours dit, si la GRK continue à mener la politique qu'elle est en train de faire par rapport à ces services de trésor public, ça serait une bonne chose. Ce que nous voulons, c'est quoi? C'est que tous ceux qui reviennent à la DGRK au niveau de la fiscalité puissent se retrouver à travers la population, à travers le peuple congolais. C'est pour cela que nous voulons que les citoyens congolais puissent payer leurs impôts. Ce n'est pas une mauvaise chose. D'autres par contre souhaitent que cette sensibilisation soit prolongée de 2 mois. Nous voulons que ça soit à 2
2 mois, 1 mois, ça peut nous aider à bien préparer les terrains. Les conducteurs avertis doivent déjà emboîter les pas aux autres, car dès le lundi prochain, la Direction générale des recettes de Kinshasa compte procéder autrement, c'est-à-dire passer au recouvrement forcé. Maître Willy Mbenza, comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe? RDC, grand grenier agricole, et pourtant elle ne vit que des importations des produits de première nécessité. Si vous posez la question aux Ivoiriens de savoir si ils ont quelques souvenances sur l'agriculture, ils vous diront oui. Et ils vous citeront les avantages du café et du cacao. C'est grâce à cela que la Côte d'Ivoire est ce qu'elle est aujourd'hui. Mais ici, vous pouvez avoir des velléités telles que j'ai vu là, un ministre provincial chargé du secteur se permet, n'est-ce pas, de prendre des tracteurs achetés par l'État avec l'argent des contribuables congolais, de mettre ça en location pour que les revenus entrent dans son compte à lui. Et lorsqu'il n'y a pas de suivi, comme je l'ai dit, les tracteurs sont immobilisés. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes témoignages que les Ivoiriens par rapport à l'agriculture. Que faire? J'apprécie la démarche du Premier ministre par rapport à cela. Il faut un dynamisme dans les secteurs. Sinon, si on continue de voir et de laisser faire comme ça se passe ici, un ministre ne peut pas mettre les fruits résultant de l'allocation des tracteurs pour son propre compte. C'est aussi une question d'impunité. Incompréhensible. Mais comme vous connaissez, c'est aussi une question d'impunité. On ne punit jamais. On connaît tout ça, mais on ne punit jamais. Ceux qui sont censés punir sont connus. Dans la même logique, vous avez vu un député parler, n'est-ce pas, pour dire la démarche de la DGRK n'est pas mauvaise. Mais c'est les rendements qui peut être considérés comme mauvais. Et là, je peux vous rafraîchir la mémoire. Vous connaissez ce qu'on appelle la SONAS? La SONAS, c'est en fait une mutuelle, n'est-ce pas? On vous demande de contribuer un peu. Et en cas de sinistre, vous allez, n'est-ce pas, être reconnu. Mais qu'est-ce qu'on a vu avec les dirigeants de la SONAS à un moment? Ils prennent notre argent pour donner aux musiciens, pour donner à ceci, pour donner à cela, alors que c'est une mutuelle. Voyez-vous, nous ne voulions pas que cela continue au Congo, parce que il faut la nouvelle citoyenneté. Avec le Congo actuel, il faut un nouvel élan. Il faut éviter des frustrations possibles envers d'autres, parce que vous êtes dans la gestion, car ça peut se retourner contre vous demain si vous ne prenez pas garde. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce magazine Info 7. Merci à Maître Willy Mbenza qui a été avec nous.